Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur l'éthique et la sécurité. Sont-ils compatibles avec le numérique? Donc c'est un beau sujet, sur lequel on peut passer beaucoup de temps. Il y a des philosophes, des politiques qui se penchent là-dessus, des experts, etc. Seulement, on n'a que 45 minutes. On n'a que 45 minutes, et pendant ces 45 minutes, on va essayer de les mettre en valeur. On va essayer de partager, de partager les expériences de chacun, les ressentis sur ce sujet-là. Parce qu'avec un titre pareil, on a quand même l'impression qu'il y a une contradiction, une formulation contradictoire un petit peu entre l'éthique et la sécurité. Donc pour échanger là-dessus, je pense que ce serait bien que vous vous présentiez un petit peu pour qu'on ait un peu une idée de votre expertise, de vos métiers. Donc Alexandrine, tu veux bien vous présenter une minute chacun. Merci. Bonjour à tous, Alexandrine Pantz, avocate au barreau de Toulouse. Je suis du cabinet Legapol, avocat cabinet Pantz. Je suis spécialisée effectivement sur ces domaines du numérique, de l'innovation et plus particulièrement donc les thématiques dont on va parler aujourd'hui, qui sont vraiment de l'éthique du numérique. Et j'interviens également sur les domaines du RGPD. Merci. Avec plaisir. Sébastien. Bonjour, Sébastien Viou, SFR Business. Je suis responsable de l'innovation cybersécurité chez SFR Business. Je suis avant tout un expert en cybersécurité et du coup, sur le sujet, je pense que la confiance qui peut amener à l'éthique est surtout dépendante de la capacité à sécuriser l'espace numérique. Donc, j'espère qu'on aura des échanges à ce sujet. Christophe. Bonjour, Christophe Vendran, directeur des affaires chez Ciblex Technologies. On a deux activités chez Ciblex, une qui est sur la partie audit conseil en cybersécurité et une autre activité qui est plus en lien avec la table ronde d'aujourd'hui, qui est le développement d'un outil d'aide à la décision pour les responsables informatiques, qui est cet outil basé entre autres sur des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est un peu le cœur du sujet aussi. Catherine. Oui, bonjour. Donc Catherine Epstein. Moi, j'ai créé le cabinet Capstine pour accompagner les entreprises sur leur stratégie marketing et leur stratégie digitale. Donc, j'interviens beaucoup sur les réseaux sociaux. J'accompagne les entreprises sur la définition de la stratégie et la mise en œuvre. Donc beaucoup de formations sur les réseaux sociaux aussi. Et j'interviens également auprès de publics plus jeunes. Dont on parlera peut-être tout à l'heure, donc collégiens et étudiants. Très bien, merci à vous. Je vois une belle complémentarité un petit peu de vos expertises, de vos sujets. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec un titre comme celui-là, éthique et sécurité, on a l'impression d'une formulation un peu contradictoire, un peu comme un oxymore finalement. Donc, d'où vient ce sentiment? Est-ce qu'il ne viendrait pas peut-être du public qui est de plus en plus entouré d'outils numériques, qui collectent de la donnée en permanence, etc. Donc, il y a peut-être un besoin d'instaurer la confiance auprès du public. Donc là, je vais plutôt m'adresser à Christophe et Sébastien, qui sont des acteurs, on va dire, de l'intelligence artificielle, de la sécurité informatique, et tout ce qui va derrière. Comment vous verriez les choses pour instaurer une confiance finalement au public dans l'usage de ces outils numériques qui collectent de la donnée personnelle parfois? Comme tu veux, vas-y. Allez-y, ne vous battez pas. Surtout. On va essayer de le faire ensemble. Bon, déjà, Alexandre en a parlé rapidement. Il y a le RGPD est venu amener un petit peu de rigueur, en tout cas législative, autour de la sécurité des données personnelles. Après, le numérique, c'est vrai que c'est un espace libre, vaste, où on trouve de tout et qui est très compliqué à contrôler, enfin qui est plutôt incontrôlable et qui doit le rester d'ailleurs. Le sujet n'est pas vraiment là. Par contre, du coup, c'est difficile de distinguer le grain de livret. On a le sujet des fake news qui rend très difficile de savoir si une news, bon, c'était déjà difficile dans les journaux, hein, mais c'est encore plus difficile. Après, la sécurité a l'avantage d'avoir de proposer des outils qui peuvent introduire à la fois un contrôle de l'intégrité d'une information, d'une donnée, et un contrôle de la confidentialité d'une information encore et d'une donnée. C'est ce que, en tant qu'expert cybersécurité, on peut apporter pour amener de la confiance. C'est-à-dire quand vous êtes certain que l'information vient d'une personne, je parle d'un mail par exemple, un mail signé et chiffré, vous allez être certain que c'est bien
la personne X qui vous l'a envoyé et vous allez être certain que le contenu est bien ce qu'elle a voulu écrire. Donc en ce sens, la cybersécurité peut amener même dans les réseaux sociaux, dans les fake news avec les blockchains, dans le paiement, on l'a vu avec les bitcoins. La cybersécurité a cette capacité à proposer des solutions techniques et pas juridiques, des solutions techniques servant la confiance, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Je suis tout à fait d'accord. Sébastien. La partie confiance, nous on l'a plutôt axé sur l'aspect transparence. Aujourd'hui, je pense qu'on stigmatise beaucoup les choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas. Les algorithmes d'intelligence artificielle, je dirais, il y a aujourd'hui, il y a une majeure partie d'algorithmes qui sont plutôt des boîtes noires, donc qui sont inexplicables. Et donc, à partir du moment où les données sont traitées avec ces boîtes noires, il en ressort des choses, mais on ne sait pas pourquoi, comment, quelle a été la logique pour arriver à ce résultat. Nous, on a pris le contre-pied. Pour instaurer la confiance sur l'outil qu'on développe, on l'a complètement basé nos algorithmes d'intelligence artificielle en open source. Et c'est assez cohérent avec soit le rapport Villani, soit aussi des présentations qu'ont fait le président de la République qui veulent instaurer justement de la transparence, de l'éthique et de l'explicabilité et de l'intelligibilité sur ces algorithmes. D'accord. Donc comment, justement, ceux qui conçoivent les algorithmes, qui sont à la base de l'intelligence artificielle, comment faire en sorte de responsabiliser en fait les différents acteurs, en fait, parce qu'il y a les concepteurs, il y a les utilisateurs aussi. Comment vous, acteurs, on va dire des algorithmes, vous mettez les choses en open source, comment vous pouvez garantir que la responsabilité de chacun fait attention, enfin l'éthique. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un pourra définir l'éthique d'ailleurs après, c'est peut-être intéressant, peut-être. Alexandrine, tu peux nous définir ce que c'est que l'éthique? Et puis après, Christophe pourra répondre. Parce que quand même, c'est quand même le cœur du sujet. Là, donc je pense que c'est intéressant de. C'est quoi l'éthique? C'est pas une question de piège quand même. Si, c'est très vaste. Effectivement, c'est une question, alors peut-être pas piège, mais complexe dans le sens où l'éthique va être définie en fonction des courants philosophiques par différents niveaux. On peut retrouver de l'éthique pour être un peu pragmatique, à la fois dans la justice, donc c'est le monde que je connais. On peut retrouver de l'éthique dans le domaine médical, et pour autant, ce ne sera pas forcément les mêmes éthiques qui vont se recouper. On ne va pas avoir les mêmes mondes qui vont se recouper. Donc on peut dire que l'éthique, on va commencer par dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas quelque chose d'équitable ou ce n'est pas quelque chose de moral. L'éthique, ça va être une notion où on va accepter de manière assez philosophique, va tendre vers la morale, mais pas que. On va accepter ensemble un corps d'usage socialement correct. D'accord, des règles de conduite, finalement. Voilà, des règles de conduite. Mais ça ne sera pas forcément une règle de droit ni une règle de morale. La morale est encore un monde différent de l'éthique. Ça va être des règles qui seront acceptées par tout le monde. Voilà. Donc c'est souvent discuté aujourd'hui et c'est souvent débattu. Et chacun a sa propre règle d'éthique. Ça vient aussi de la manière dont on s'approprie finalement l'usage et donc l'espace de l'autre. D'accord, donc toutes ces règles de bonne conduite, comme vient de le dire Alexandrine, justement, comment les utiliser finalement pour responsabiliser ce que je disais tout à l'heure, juste à l'instant, je fais un petit aparté avec cette définition qui me semble importante quand même. Justement, comment responsabiliser les différents acteurs qui sont à l'origine des algorithmes derrière les intelligences artificielles? Il y a plusieurs façons de le faire, je pense qu'il faut prendre toute la chaîne. On peut démarrer par les développeurs, les concepteurs, les ingénieurs, les techniciens, etc. qui travaillent dessus. Donc il y a une notion, je pense, de confiance sur ces gens qu'il faut avoir. Je vais dire une phrase un peu porte ouverte, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je pense qu'il faut qu'il y ait des autorités de contrôle qui soient formées, compétentes et reconnues, et neutres et objectives, qui soient capables d'auditer ces algorithmes, puisqu'on parle en l'occurrence de l'algorithme d'intelligence artificielle, d'auditer ces algorithmes, de pouvoir les tester et de garantir et donner un blanc-seing pour dire ok, ils sont éthiques, puisqu'on parle de la définition d'éthique, et ils sont capables d'être mis sur le marché et d'être utilisés par tout un chacun en toute objectivité. Et je dirais, il y a encore quelque chose en amont, c'est qu'il faut penser des nouvelles notions. On en discutait tout à l'heure avant de venir sur le plateau. Il y a sur l'aspect formation, c'était pas dans notre culture, je pense qu'on a tous pas plus de 30 ans autour de la table. Quand on est né, tout ce domaine du numérique n'existait quasiment pas.
Donc à l'école, on ne sait pas des enseignements qu'on avait eus. Et donc toutes ces notions de loyauté, de transparence, d'éthique sur le domaine numérique, je pense que c'est des choses qui petit à petit vont arriver en termes de formation. Je crois que tu nous en parleras tout à l'heure dans les écoles. Donc je pense que c'est des notions qu'il faut dès le départ inculquer auprès des étudiants et des futurs développeurs. Sensibiliser finalement. Donc Catherine, justement, est-ce que la sensibilisation des plus jeunes acteurs, en fait les utilisateurs actuels, la génération, les adolescents finalement ont un usage très différent de nous, les réseaux sociaux, des outils du numérique. Donc comment, au niveau des écoles par exemple, on pourrait faire des choses? Alors je pense que ça évolue pas mal, mais en effet, il faudrait consolider les dispositifs existants en matière d'éducation parce que ça passe vraiment par là. Et je pense que c'est un des rôles de l'école. Alors, je voulais juste évoquer le dispositif Esprit Critique dont je fais partie, qui est un dispositif qui a été créé par le Club de la Presse Occitanie en région Montpellier et qui maintenant fonctionne sur Toulouse depuis 2 ans. On intervient dans les collèges essentiellement et dans les lycées également pour lutter contre les fake news. Donc en fait, on passe 2 heures avec les collégiens d'une classe pour échanger avec eux et puis essayer je dis bien essayer parce qu'après on n'a pas de preuve que ça des résultats concrets derrière parce qu'on les voit que 2 heures, mais c'est déjà pas mal. Donc ce sont des binômes avec un spécialiste réseaux sociaux et un journaliste. Et voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de leur apprendre, de développer en fait leur esprit critique. Et ce dispositif s'appelle Esprit Critique avec un K à la fin. Voilà. Et tous les enseignants de Haute-Garonne peuvent faire appel à ce dispositif. Voilà. Je lance aussi un appel. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que le jeune public finalement est pas aussi conscient peut-être de tout ce qui se passe derrière les outils numériques. Nous, on en a conscience parce qu'on est une génération qui a grandi un peu avec finalement, alors que les petits, ils débarquent dedans, quoi. Ils sont en plein dedans. C'est vrai que c'est une bonne initiative. Et je pense que c'est peut-être le cœur un peu d'essayer de sensibiliser finalement cette génération-là, peut-être. C'est intéressant parce qu'on leur pose des questions du style est-ce que les journalistes disent la vérité? Est-ce que, on peut mesurer un petit peu leur appréciation de ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux et on a parfois des surprises. C'est parfois difficile à encaisser. Après, au-delà des étudiants, des lycéens et des collégiens, on peut aussi, je pense que ce serait aussi le rôle de l'entreprise d'éduquer. Je pense que c'est très important le contrôle, d'avoir des règles juridiques, des règles techniques, des dispositifs techniques. Pour moi, s'il n'y a pas l'éducation, la sensibilisation, la formation pour accompagner ces dispositifs, je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce que la sanction, c'est pas la solution en fait. Non. Parce que en l'occurrence, quand une entreprise peut rencontrer un souci du fait d'un collaborateur, d'une mauvaise manip d'un collaborateur, c'est trop tard. Donc bien sûr, on peut sanctionner le collaborateur, mais le mal est fait. Et du coup, il me semble plus pertinent d'intervenir en prévention. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais d'une autorité de contrôle éventuellement qui pourrait vérifier les algorithmes. On a déjà, donc peut-être qu'Alexandrine pourra participer aussi, on a déjà la CNIL qui s'occupe d'un certain nombre de choses. Donc ça veut dire qu'il faudrait imaginer une autre autorité de contrôle en fait, qui irait plus loin au niveau des algorithmes, qui essaierait de faire... de les contrôler tout simplement, de vérifier comment ça pourrait être mis en place en fait, comment contrôler finalement un algorithme qui est derrière une intelligence artificielle. Parce que comment faire en sorte Il y a plusieurs questions dans il y a plusieurs questions, mais c'est tellement riche. Alors je vais prendre le sujet juridique et je laisserai l'aspect plus IA. D'un point de vue juridique, effectivement, la CNIL effectue déjà ce type de contrôle, mais sous un angle RGPD, c'est-à-dire que la CNIL s'est dotée de compétences et de talents pour pouvoir effectuer des contrôles dans les algorithmes afin de vérifier effectivement si les
les logiciels ou les progiciels ou les systèmes d'information étaient bien conformes au RGPD, sécures, que les données étaient proportionnelles et qu'elles étaient traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles étaient récoltées. Donc, ce sont l'ensemble des points finalement de la loi informatique et liberté que n'a fait que reprendre et préciser le RGPD. Et donc, effectivement, sous cet angle RGPD, qui est déjà un angle respect de la vie privée, données personnelles, on a une autorité de contrôle qui est opérationnelle. Cette autorité de contrôle, c'est une autorité administrative indépendante qui a donc la faculté à la fois de faire des enquêtes, si on l'emploie avec des termes un peu plus simples, et à la fois de juger. Alors, autorité administrative, donc c'est une juridiction, elle va pouvoir prendre des sanctions. En ce qui concerne en fait les réseaux sociaux, il y a la loi Avia qui est un beau projet qui a été un petit peu retoqué par le Conseil constitutionnel parce qu'il y a des formes effectivement qui étaient pas très bien mises en œuvre, mais je pense que c'est une loi qui va aboutir, qui va effectivement confier au CSA. Le CSA, c'est aussi une autorité administrative indépendante, mais plus axée pour la télévision pour l'instant, ou des contenus audiovisuels et cinéma. Et donc on va avoir ce CSA qui va être doté peut-être de compétences élargies sur les réseaux sociaux pour pouvoir statuer effectivement sur tout ce qui est dénigrement, contenu haineux, pédopornographique, etc. Donc on voit qu'on a une multiplicité d'acteurs. Le Conseil constitutionnel, pourquoi il a retoqué la loi? Pour une question de proportionnalité de la sanction par rapport effectivement à un acteur soit institutionnel, soit qu'on l'on faisait porter sur les responsables des plateformes l'obligation d'effectuer eux-mêmes cette police du contenu. Et cette police du contenu, rappelle le Conseil constitutionnel, doit rester le juge qui est indépendant et judiciaire. Une autorité administrative, même si elle est indépendante, c'est une autorité administrative. Un responsable de plateforme, c'est un indépendant privé. Il ne peut pas avoir ce statut-là. Donc, le Conseil constitutionnel rappelle juste la loi, cette loi aussi qui est la loi de la presse, qui rappelle que c'est le juge judiciaire qui doit prendre ce type de décision. Alors effectivement, c'est un peu plus long, vu les budgets de la justice. C'est un peu plus complexe, vu les procédures qui sont actuelles, mais c'est le seul garant actuellement de la liberté et donc de la liberté d'expression. Et malgré tout, c'est à ça que fait référence aussi cet arbitrage sur les contenus. D'accord. Et d'un point de vue technique, donc, Christophe, comment s'assurer que les algorithmes puissent être contrôlés, par exemple? De différentes façons. Le premier, c'est tous les algorithmes de voir comment ils sont conçus, donc pas en boîte noire justement et complètement en open source ou transparent. C'est une première chose. De voir aussi on a oublié d'en parler, sur quelle base de données ils s'appuient pour apprendre. Une partie des algorithmes d'intelligence artificielle apprennent. Donc des fois ils apprennent sur des bases de données qui sont peut-être pas objectives ou neutres, ou qui sont orientées, ou qui représentent peut-être des préjugés qu'on peut avoir sur des couleurs de peau, sur une orientation sexuelle, et donc ça va influencer malgré tout l'algorithme et les résultats de l'algorithme. Donc auditer l'algorithme en lui-même, auditer la base de données et faire des tests pour voir une batterie de tests prédéfinie qui permet de voir en fonction d'une entrée définie quel est le résultat qu'on a défini comme objectif. On revient sur l'éthique, sur les normes, les valeurs sociales, humaines, voilà. Qu'est-ce qu'on attend si on donne une entrée, qu'est-ce qu'on attend en sortie? Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord sur la même sortie. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait au moins une autorité constituée d'experts, comme on l'a dit tout à l'heure, qui soit capable d'auditer et qui soit capable d'être aussi mobilisé, mandaté par la justice, comme peut l'être différents experts sur différents sujets. Donc une communauté d'experts mandatés par la justice pour pouvoir traiter des problématiques juridiques. Ça paraît complexe quand même de pouvoir vérifier ça quand même, parce que de voir s'il y a un biais, c'est ça un peu ce que tu voulais dire, un biais, voire de la discrimination sur certaines décisions. C'est complètement automatiques. Ça, ouais, c'est de la discrimination. Mais comment on peut arriver à contrôler ça? Parce que faire un test à un moment donné, comme tu le dis très bien, les algorithmes apprennent. Donc peut-être que le biais va venir tout seul par l'algorithme. Alors est-ce qu'il peut vraiment venir tout seul, le biais? Est-ce que c'est parce que il a été conçu pour éventuellement offrir la possibilité d'avoir
une décision qui va lui être propre, ou c'est vraiment l'homme qui décide de l'utilisation, quand je dis l'homme, hein, oui, c'est les réglages qu'on peut en faire. D'ailleurs, hein, la conceptrice des algorithmes, hein, ça introduit peut-être un biais, mais bon, c'est un autre sujet. Il paraît, ouais, voilà. C'est un biais intéressant, je rebondis dessus, parce qu'effectivement, on peut mettre des autorités de contrôle, mais le concepteur a sa propre appréciation de ce qu'on lui demande de concevoir. Donc effectivement, il a été démontré à plusieurs reprises que des algorithmes qui avaient été conçus pour traiter des statistiques, qui avaient été faits essentiellement par des hommes, étaient des algorithmes à la fin, c'était pas le but, mais à la fin, qui se retrouvaient des algorithmes avec un traitement plutôt sexiste et donc discriminatoire à l'encontre des femmes. Donc, il y a toute peut-être aussi une éducation par rapport à l'interprétation de ce qu'on demande. Une autorité de contrôle, c'est bien de contrôler a posteriori, mais comme disait Catherine, c'est bien aussi d'apprendre à faire des choses neutres et avoir un cadre neutre dans certaines Fabien, si tu permets, je voudrais réagir quand même sur la partie autorité de contrôle, pour signaler quand même que ça existe déjà dans la plupart du temps, et ce sont des autorités sectorielles. Je vais prendre quelques exemples, d'ailleurs je vais rebondir en parlant de ta base de données, d'un biais de base de données, je pense à l'exemple du Lancet sur l'hydroxychloroquine, là, bon, alors attention, je pas médecin, juste l'exemple de la base de données qui a été du coup démontrée comme n'étant pas fiable pour faire l'analyse de big data, donc une forme d'IA, et qui du coup a donné un biais dans le résultat. Alors je commande pas le résultat, je veux pas de polémique, mais voilà, c'est un exemple d'un échec, en tout cas lié à une base non contrôlée. Et pour autant, ça a été contrôlé du coup, puisque le Lancet a retiré l'article, parce que la communauté d'experts scientifiques a mis en doute le résultat. Il y a d'autres exemples, on va parler de l'industrie aéronautique, il y a des algorithmes, alors on pourrait parler de définition d'intelligence artificielle ou pas d'intelligence artificielle, c'est autre chose. Je vais parler pour moi, l'IA, c'est des algorithmes complexes. Dans beaucoup d'avions, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle très complexes, pour autant qui sont contrôlés par les normes aéronautiques. Ça n'empêche pas qu'il y ait des échecs. Alors, je vais parler du MCAS de Boeing, hein, qui est un algorithme d'IA et qui n'a pas été contrôlé et audité correctement, et c'est prouvé aujourd'hui pour diverses raisons. Donc, il y a aussi des échecs des autorités de contrôle, mais les autorités de contrôle existent. En cybersécurité, on a des autorités de contrôle que sont l'ANSSI, qui délivrent des qualifications et qui garantissent la transparence du code, notamment. Donc, je pense que une partie du contrôle existe déjà en automobile aussi. On va avoir des autorités de contrôle spécifiques avant la mise sur le marché. Donc, pour moi, là, il y a déjà des choses en place. Il va y avoir des choses peut-être juridiques à rajouter par-dessus parce qu'il y a des nouveaux enjeux qui apparaissent. Il va y avoir une adaptation de certaines industries. On parlait de prendre en compte les réseaux sociaux par le CSA peut-être. Bon, ça veut dire que la télé s'étend aux réseaux sociaux, c'est très bien, c'est peut-être avec un peu de retard, mais donc je pense qu'on a déjà beaucoup d'art, mais je ne sais pas si venir créer des nouveaux outils et des nouvelles commissions sont forcément les bonnes solutions. Mais voilà. Ça a été soulevé. Sachant qu'aujourd'hui, il y a sur les logiciels à base d'intelligence artificielle, l'ANSSI n'a pas défini de règles qui permettent de certifier un outil à base d'intelligence artificielle. Donc là, c'est un peu embêtant. Et pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, malheureusement, aujourd'hui, sur les écoles informatiques, il n'y a que 10% de femmes qui rentrent dans les écoles, donc il n'y a que 10% de femmes qui peuvent être recrutées derrière. Donc, mais c'est vrai, hein, malheureusement, ça peut influencer un résultat. Donc il y a la base de données, il y a la qualité, l'objectivité de la base de données, il y a la façon dont est conçu, sont réglés les algorithmes, et tout ça sort un résultat. Il ne faut pas oublier que l'informatique ne sait pas faire d'aléatoire. Et non, c'est que des 0 et des 1. Catherine, je pense. Moi, je voulais juste ajouter un petit complément par rapport aux réseaux sociaux et aux algorithmes. Clairement, les algorithmes des réseaux sociaux sont des boîtes noires. C'est-à-dire que ce sont des entreprises privées, donc je ne vois pas qui pourrait et comment on pourrait les contrôler. Et de base, c'est quand même l'objectif de ces algorithmes, c'est de conserver ces utilisateurs et de prolonger leur durée d'utilisation au maximum. Donc, c'est pour ça qu'on a ce biais qui est
quand on est sur un réseau social, on a tendance à ne voir que des gens qui sont du même avis que nous, parce que c'est la construction même de l'algorithme et tous les réseaux sociaux que je connais, en tout cas que j'ai étudiés, fonctionnent de la même façon. Donc, on n'arrivera pas à contrôler ça, puisqu'on sait que c'est aussi cet algorithme-là est la cause de la propagation des fake news, en fait. Puisque si on y croit, si notre entourage y croit, etc., et du coup, on est conforté, on a l'impression que tout le monde est du même avis que nous, puisqu'on ne voit que nos amis. Alors ça, c'est un biais qui ne pourra pas être contrôlé parce que c'est la raison même du réseau social, c'est son fonctionnement. Voilà, c'est pour ça que ça passe par l'éducation dans ce cas-là. Peut-être pas s'en satisfaire non plus. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est vrai que les réseaux sociaux, effectivement, parce que là on parlait d'autorité de contrôle, mais on était très franco-français. Finalement, on sait très bien que les algorithmes, les intelligences artificielles, etc., ne sont pas conçus uniquement dans des pays qui ont cette conscience. Les algorithmes qui sont derrière Facebook et autres, qui aspirent nos émotions, nos idéologies, enfin tout ce que vous voulez, on ne pourra jamais vraiment les contrôler. Ça c'est certain. Donc ça veut dire que donc, sur les réseaux sociaux, justement, comment on pourrait faire pour que leur usage soit éthique finalement, c'est-à-dire parce que la sécurité aussi peut être impliquée dans le réseau social, c'est-à-dire que ça peut mettre en péril la réputation d'une personne, voire d'une entreprise aussi, au travers des réseaux sociaux. Donc comment on pourrait essayer de travailler là-dessus? Vous avez une petite idée? En entreprise? Ouais, en entreprise, par exemple, parce que c'est un de votre cœur de métier, finalement, de conseiller les entreprises sur l'usage des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que vous dites à vos entreprises? Alors là, j'accompagne les entreprises sur la conception de la charte. Donc, c'est une charte interne d'utilisation des réseaux sociaux. C'est une pratique qui se développe depuis plusieurs années au sein des grandes entreprises et qui est encore très absente dans les plus petites. Donc l'idée c'est d'expliquer aux collaborateurs, mais du coup sur quelque chose qui est écrit, un document, ça peut être une vidéo, pour expliquer comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Et on est plus sur de la sensibilisation et en tout cas on est sur du cadrage, voilà, plutôt que sur des règles vraiment précises avec des sanctions derrière. Voilà. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde comprenne l'intérêt. L'intérêt, il est énorme pour les entreprises parce que on sait que ce sont les collaborateurs de l'entreprise qui sont le plus écoutés. La parole du collaborateur est plus écoutée que celle du service com ou de l'entreprise elle-même. Donc, les entreprises ont tout à fait intérêt à avoir des ambassadeurs, des personnes qui, parmi les collaborateurs, sont volontaires pour pousser la bonne parole, on va dire. Et du coup, ces personnes-là qui interviennent sur les réseaux sociaux, il faut effectivement les accompagner pour éviter d'en faire trop ou pas, enfin, de leur donner quelques guides. Voilà. L'idée, c'est de pas le formater, en fait, pour que ça reste spontané, authentique et convaincant, du coup. Ouais, voilà. Donc cette charte éthique, donc vous conseilleriez une charte éthique de l'usage des réseaux sociaux au sein des entreprises finalement, ouais. De responsabiliser les personnes, pas utiliser LinkedIn ou Facebook à d'autres fins que des raisons personnelles ou professionnelles. En fait. Alors ça peut être le distinguo entre le personnel et le professionnel, c'est pas toujours évident. Alors c'est vrai, et après il y a vraiment dans le contenu de la charte, il y a vraiment des choses auxquelles on ne va pas échapper. Par exemple, parler à la première personne. Je suis collaborateur, je ne parle pas au nom de l'entreprise. C'est pas parce que je suis dans cette entreprise que je parle pour elle. C'est pas nous. C'est apprendre aux collaborateurs quand ils s'expriment et indiquer je. Je, ça protège déjà un tout petit peu l'entreprise plus que nous. Voilà. Et donc il y a des petites astuces comme ça qu'on intègre qui permettent de mieux accompagner les collaborateurs. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de bases de données qui étaient collectées de manière importante, des données personnelles. Comment on pourrait éviter, Sébastien, des actes de malveillance en fait? C'est-à-dire que on parle d'algorithmes qui sont des boîtes noires soi-disant inaccessibles, mais pour autant, il peut y avoir des actes malveillants, des pirates informatiques qui sont capables
d'introduire peut-être un biais, d'utiliser les données, de rajouter des données peut-être dans les bases de données pour mettre un biais justement. Comment on pourrait faire justement pour d'éviter ce genre de choses d'un point de vue sécurité, par exemple? Compliqué, hein. Question piège encore. Hein. Tu l'as posé à toi. Il aime bien les questions pièges. En fait, la question, c'est ni plus ni moins comment se protéger, comment protéger le numérique. Et on voit tous les jours, on a des exemples dans les médias d'entreprises qui se font pirater. Et effectivement, Facebook a déjà dû avoir des vols de données personnelles, il me semble, j'ai plus forcément en tête. Enfin, il y a des vols de données personnelles dans à peu près toutes les grosses boîtes. Après, sur Facebook, je sais pas s'il y a besoin de les pirater pour voler de la donnée personnelle. Il suffit de se promener sur Facebook. Mais et puis de toute manière, il y a toutes les personnes internes qui développent ces bases, qui ont les accès, etc. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, rien n'est sûr à 100%. Ça, c'est la règle en sécurité. On peut être certain que c'est pas sûr à 100%. C'est le seul truc peut-être dont je suis certain. Hein, voilà. Ouais. La seule certitude, c'est que c'est pas sécurisé. Donc le maillon faible, c'est l'humain finalement. Non, alors j'aime pas présenter l'humain comme un maillon faible parce que pour moi c'est plutôt le maillon fort. Ouais, on peut faire ça aussi. L'homme et la femme, les deux, hein, donc il y a pas de. Oui, c'est-à-dire que le présenter comme un maillon faible, c'est à la fois, en fait, c'est plutôt un asset l'humain. C'est l'utilisateur, donc ça devient un asset. C'est lui qui a le savoir, c'est lui qui utilise. Donc le présenter comme un maillon faible, non. Le présenter comme un asset qui a des vulnérabilités, oui. Donc un humain a des vulnérabilités sociales, des vulnérabilités dans sa vie de tous les jours. Et c'est plutôt ces vulnérabilités qu'il faut l'aider à protéger finalement. Donc je pense que la démarche en sécurité, c'est d'aider à réduire les vulnérabilités de l'être humain. Et non pas de lui dire ah, t'es vraiment nul, à cause de toi on se fait attaquer. Bah oui, c'est à cause de lui qu'on fait des profits aussi. Donc ça n'a pas vraiment de sens de le pointer du doigt. Et en ce sens, je rejoins Catherine sur la formation, c'est vraiment essentiel. Les outils après qu'on va pouvoir développer, les outils de prévention, les outils de protection, les outils de contrôle, enfin de correction sont essentiels pour aider l'humain à se protéger de ses vulnérabilités finalement. Voilà. Est-ce que je réponds à ta question? Très bien, très bien. Donc là, je vais peut-être faire un truc un petit peu général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la collecte des données personnelles, elle se fait essentiellement au travers de notre parcours de consommateur, d'internaute, de citoyen, de patient. Donc c'est plutôt une collecte, on va dire plutôt ponctuelle, même si elle est quand même massive. Comment vous voyez les choses, vous, dans l'avenir? Parce que les outils numériques se développent, on est entouré de plus en plus de capteurs, d'objets connectés. Bientôt, on aura des objets connectés à l'intérieur du corps. On va avoir des montres qui vont mesurer la température, et la température corporelle, c'est une source d'information énorme. Donc comment on pourra cadrer tout ça, de faire en sorte que la collecte de ces données soit proportionnelle, comme tu le disais tout à l'heure? Comment on fera s'assurer que le traitement des données qui sont faits derrière sera éthique finalement? Donc d'un côté, il y a peut-être l'aspect peut-être des autorités de contrôle qui vont s'assurer de la proportionnalité de ce qui est fait, mais d'un point de vue technique, on pourra plus contrôler. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Les bases de données qui vont collecter tout ça, ça va être une collecte en continu. Comment on va pouvoir contrôler ça, de s'auto-auditer par exemple, ce genre de choses? Comment c'est dur, hein, ce que je vous pose. Je vais prendre Il y a plein de questions dans ma question, mais je suis désolé. Mais... Je vais prendre le sujet. Je te propose de prendre un exemple pratique, c'est l'application Stop Covid. Ben voilà, par exemple. Sur l'application Stop Covid, donc je ne sais pas si tu l'as téléchargée, s'il y en a autour de toi. Non. Non. Ça a fait donc effectivement l'objet d'un débat. Il faut savoir que c'est quand même un projet qui a été conçu au niveau européen. Donc c'est une application qu'on télécharge sur le smartphone, donc on a en permanence, qui doit être connectée à vos contacts, qui doit être connectée à votre Bluetooth, à minima, parce que le reste n'est pas dit, mais on imagine. Je ne l'ai pas téléchargé pour l'exemple, d'ailleurs. Je me refusais à le faire personnellement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, pour avoir un cadre légal, voici un petit peu le chemin. C'est un exemple type, je pense. Tout d'abord, il y a eu une discussion au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir une loi. Qui, sur la base effectivement d'un premier avis de la CNIL, s'est positionnée et a donné un cadre général. Donc,
dans la chronologie. On a eu un avis de la CNIL qui a donné un avis assez général puisque la loi était en préparation et qui a surtout fourni des recommandations en rappelant le cadre de ce que tu as dit, la proportionnalité, des finalités claires, etc. Et pourquoi on en passe par le cadre de la loi? Parce que tout simplement, il y avait déjà un article dans la loi qui nous protégeait, dans le code de santé publique, et qui disait que, je vais le reprendre ici, droit au respect à sa vie privée et au secret des informations concernant le patient, c'est inscrit dans l'article 1110-4 du Code de santé publique. Ça veut dire que c'est la loi Coutner et puis toutes les autres qui ont suivi derrière. On a droit au secret médical et on a toute une déclinaison, y compris dans l'échange des médecins entre eux, etc., dans la continuité du service. Donc c'est le secret médical dans son application concrète. Qu'est-ce qui se passe également en cas d'épidémie, etc. Il y a une anonymisation, normalement, on devient des statistiques, Sauf que Stop Covid va passer outre tout ça, puisqu'on va, et c'est l'une des finalités, demander à cette application de brasser, et puis à la base de données derrière, de brasser des données médicales. On va se connecter à votre maintenant dossier médicalisé, personnalisé, numérique, donc des données médicales, ou bien qui seront fournies par votre médecin traitant, parce que vous aurez un médecin traitant, et donc il va être autorisé à fournir toutes vos données médicales, et puis aussi à vos données de contact. Donc toutes les personnes que vous aurez contactées, des données de contact de votre téléphone, des données de contact de personnes que vous aurez croisées à la boulangerie. Donc c'est une sorte d'extension massive de connexion de données qui normalement sont les plus protégées par la loi. Donc on est obligé d'en passer effectivement par la loi qui pourrait être effectivement du coup retoquée par le Conseil constitutionnel, qui a été là pour le coup assez validée par le Conseil constitutionnel. Et du coup, pour l'application pratique de qu'est-ce qu'on peut faire exactement dans l'application, on va passer ensuite par un décret. Et à chaque stade, on a des avis de la CNIL. Et la CNIL, à chaque fois, a rappelé les principes de proportionnalité, qu'on puisse sortir de l'application quand on veut, qu'on puisse ne pas y aller sans que ça ait de conséquences négatives sur nous. Voilà. Et donc, cette application Stop Covid permet aussi de comprendre que c'est extrêmement à la fois facile et complexe pour le gouvernement de mettre une application qui brasse autant de données et qui va à l'encontre du respect de la vie privée, du respect du droit médical, des informations médicales, à grande échelle, assez facilement, puisqu'on l'a vu, en moins d'un mois, cette autorisation a été fournie. On a eu 3 avis de la CNIL, mais en moins d'un mois, ça a été fourni. C'est rapide au plan législatif, un mois. Surtout que les débats ont été raccourcis. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a ce contact tracking, c'est comme ça qu'on récupérait cette application, ça a été récupéré par toutes les personnes qui travaillent dans la cybersécurité. Ce contact tracking a été critiqué. Pourquoi? Parce que on a ce brassage de données médicales d'un côté, et puis on a le croisement de données entre elles, de données de personnes contacts. On ne se connaît pas, on s'est juste croisé à la boulangerie, ou bien à l'occasion d'un entretien d'embauche, et finalement, on va se mettre en Bluetooth avec l'autre personne, et on va réussir à connaître ces données médicales en direct. Donc, il y a des déviances qui ont été rapportées. Par exemple, en entretien d'embauche, je pose mon téléphone devant, et je vérifie que la personne que je suis en train d'interviewer n'a pas été en contact avec le Covid. Ça peut être aussi d'autres déviances un peu plus malveillantes. On va infecter volontairement un téléphone qu'on va vous offrir. Et on va dire, ce téléphone a été en contact. En fait, c'est le téléphone qui a été en contact avec une personne Covid. Et ça va avoir des conséquences dans votre vie professionnelle et personnelle. Ou bien, une autre déviance qui a été critiquée, c'est un élève qui veut faire capoter un examen, qui va mettre dans la salle des profs effectivement un téléphone infecté, et du coup, tout l'établissement va être déclaré fermé pour suspicion de Covid. Tout ça sur la base d'algorithmes, effectivement, qui ne sont pas forcément, et d'usages qui ne sont pas maîtrisés. Et donc ça, c'est des usages qui ont été rapportés de manière très pratique par le monde de la cybersécurité, et qui a pas forcément pour l'instant eu d'écho, en tout cas, dans l'arsenal juridique et au niveau de la loi.
D'accord, c'est ce qui explique peut-être de tout ce que tu viens de dire. Finalement, on apprend que cette application est finalement assez intrusive. C'est ce qui explique peut-être ce que je disais au tout début. Finalement, c'est que les gens, le public se méfie de toute manière des outils numériques inconsciemment. Et donc, c'est ce qui explique peut-être le peu de personnes qui utilisent Stop Covid aujourd'hui. Ça a commencé par la Corée du Sud qui a quasiment pas utilisé leur application aussi. Enfin, ça n'a pas très bien marché. Donc, ça explique peut-être ça. Donc la morale de l'histoire, peut-être, c'est peut-être de remettre l'humain au milieu de tout ça, finalement, dans le cercle de la décision. Enfin, c'est peut-être que la formation a bien marché, du coup. Pardon ? Peut-être que la partie formation, sensibilisation voilà, a bien la formation, comme on le disait tout à l'heure, de faire des chartes, de faire des choses Alors, ouais, peut-être. En revanche, moi, ce qui m'épate, parce que moi, je suis à peu près du même avis qu'Alexandrine sur le sujet, mais ce qui m'épate, c'est la confiance qu'on accorde tous à Google de façon naturelle, puisque en France, 92% des requêtes sont de moteurs de recherche, c'est Google. Ça veut dire qu'on utilise tous Google. Ça veut dire que Google, c'est tout de nous, mais et beaucoup plus que ce que peut avoir comme information une appli comme Stop Covid. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite quand on refuse Stop Covid et qu'on utilise Google ? C'était juste une question. ouais, on a un outil numérique qui est quand même soumis aux lois nationales et européennes. Donc, et en ce sens, c'est fait sanctionner et sa sanction a été confirmée devant le Conseil d'État. Donc, on a quand même un outil qui demeure soumis aux lois et à la justice, alors que l'État, c'est lui qui fait la loi. Et donc, en ce sens, il peut détourner rapidement à notre encontre, et ça peut aller jusqu'à de la prison dans certains cas, ou des peines beaucoup plus fortes. C'est effectivement un enjeu qui est bon, très bien. Donc finalement, on revient sur l'humain, quoi. On reste. Donc ça va passer par de l'information, par de la sensibilisation, par de la responsabilisation des différents acteurs, de la chaîne de responsabilité, on va dire, des concepteurs de tout ça. Ça passe aussi peut-être par des organes de surveillance. Alors, difficile à mettre en place, il en a qui existent aujourd'hui, mais comment faire en sorte qu'ils soient finalement efficaces, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, avec une collecte de plus en plus massive de données. Alors peut-être que c'est dans les bonnes pratiques des développeurs aussi de s'auto-vérifier, peut-être de réaliser. Aujourd'hui, il existe dans le cas du RGPD, par exemple, des analyses d'impact sur la vie privée. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, c'était une des propositions qui avait été émise, c'était de faire des analyses d'impact sur les algorithmes, justement, de voir un peu quelles seraient les conséquences d'un biais de ces algorithmes sur la vie privée. Donc ça veut dire qu'en conclusion, il existe aujourd'hui le privacy by design. On pourrait imaginer qu'il y ait le privacy ethics and design by design, pardon. Donc ça peut être quelque chose qui devrait devenir naturel peut-être au sein des. Qu'est-ce que t'en penses ? Peut-être qu'une norme ISO sur l'éthique sortira dans quelques temps. Je sais pas, il y a eu la déontologie, il y a eu la cybersécurité, il y a eu la qualité, il y aura peut-être l'éthique et le respect des personnes. Je sais pas, on peut imaginer ça aussi. Et du coup, un label qui permet aux consommateurs de faire le tri, s'il en a le courage bio, et la volonté. Le label bio de l'algorithme. Voilà, le label bio de l'IA. Et par contre, on a un vrai sujet, pour rebondir sur ce que tu disais sur Google, il y a un vrai sujet alors, je sais pas comment je peux l'amener, mais de souveraineté des solutions technologiques, parce qu'aujourd'hui, sur notre smartphone, c'est de l'Android ou de l'iOS. Bon, bah voilà, la messe est dite. Hein. Et puis sur le PC, c'est du Windows. Bon, il y a un peu de Linux pour les spécialistes, mais globalement, c'est que des solutions US, chinoises. Et il n'y a pas d'alternative. Si je veux un smartphone fabriqué en France avec des composants français, avec un OS français ou européen, à part les européens, soyons réalistes européens, je ne peux pas. Je n'en ai pas les moyens. Voilà. Donc peut-être aussi un sujet de relocalisation d'une partie des technologies et de conserver une souveraineté européenne sur ces sujets. Alors j'ai une petite question qui nous vient de quelqu'un qui nous regarde. Donc ça rejoint une question sur Stop Covid. Je ne sais pas si tu arrives à lire la question, Alexandrine. Ne sommes-nous pas au même stade que le contrôle vidéo qui se multiplie dans la rue, alors qu'on a des droits à l'image aujourd'hui? Alors est-ce que Stop Covid finalement, c'est pas un peu la même chose? Finalement, on devrait avoir un droit
de collecte de ces données, peut-être. Comment tu vois les choses? Oui, effectivement, le contrôle vidéo se multiplie. Il est assez encadré également par la loi et la CNIL vérifie systématiquement que les données soient traitées correctement, non disproportionnées et effacées. Alors oui, on arrive petit à petit par un autre biais à cette multiplicité de contrôle, effectivement, de dit. Là, on a un autre biais qui est encore plus personnel, encore plus proche par les smartphones. Il y a aussi la façon dont eux sont utilisés. On peut avoir c'est comme le chasseur et le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a la bonne IA, la mauvaise IA. En tout cas, l'utilisation qu'on en fait. On peut avoir une IA sur la reconnaissance faciale qui va permettre d'identifier quelqu'un qui est fichier S et qui est en train de poser un sac par terre et bon, sûrement une bombe. Et de l'autre côté, ce même logiciel d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale peut être utilisé contre des gens qui militent pour les droits de l'homme dans des dictatures. Donc voilà, il y a cette dualité de comment est utilisé le même algorithme, le même logiciel au final. C'est comme les armes, c'est finalement l'utilisateur qui tue, pas le fabricant de l'arme. C'est ça, exactement. Ok, donc je sais pas s'il y a d'autres questions, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui nous écoute, hein. C'est bien, hein. On a au moins une question. Donc je pense qu'on arrive bientôt à la fin, je sais pas si c'est le cas, donc écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je trouve que c'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et finalement, il faut remettre l'homme au milieu de tout ça, quoi. L'humain doit rester maître un petit peu de notre destin. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Au revoir.